petit peu particulier. J'ai passé mon bac général en France en 1978. Je ne vais pas dire 78 comme les Belges. En 78, j'ai passé mon bac. J'ai préparé l'école normale supérieure de Paris en 78-79. J'ai passé le concours de l'école politique, donc de sciences politiques Paris, que j'ai réussi. Et donc j'ai intégré l'Institut d'études politiques de Paris en 1980. Pardon, en septembre 1979. Et je l'ai quitté au mois de juin 1980 après les examens pour rejoindre les Compagnons du Devoir, parce que j'ai rencontré un compagnon maréchal Ferrand qui m'a emmené chez les Compagnons à Paris. Et de là est née ma vocation, si vous voulez. Et qu'est-ce qui t'attirait dans le compagnonnage? Ça, c'est une vaste question. Le compagnonnage, c'est une fraternité d'ouvriers, c'est la garantie d'une formation solide. Et c'est le voyage, bien entendu, c'est le Tour de France, c'est rencontrer d'autres personnes, rencontrer d'autres techniques, d'autres pierres. J'ai travaillé à Strasbourg, à l'Homme Notre-Dame, on a travaillé du grès, là j'ai rencontré des tueurs de pierre qui étaient des géants, donc c'est là où vraiment j'ai fait ma formation. Et quand tu as commencé le compagnonnage, c'était directement la taille de pierre ou... La taille de pierre, c'est plus une vocation qu'autre chose. Ouais. Vocation, en latin vocatio, ça signifie l'appel de Dieu, c'est un peu ça. Ouais, Si je te disais pourquoi j'ai fait la taille de pierre, parce que tous les matins avant d'aller au cours à Sciences Po, j'allais à Notre-Dame à 7 h du matin à l'ouverture des portes. La cathédrale était plongée dans le noir, tu avais une espèce de... Tu rentres, tu as le bruit de la cité, tu rentres dans la cathédrale, et là, tu n'entends plus rien. C'est dans une atmosphère, je ne dirais pas mystique, mais il se passe quelque chose. C'est un petit peu comme un athanor, je veux dire. On parlait de la transformation tout à l'heure, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et j'ai décidé de partir chez Tailleur de Pierre. Voilà. Pour moi, c'était une évidence. Ne me demandez pas pourquoi. Je ne peux pas répondre à ça. Et tu avais quel âge? J'avais 20 ans. Donc, pour faire court, je signais un contrat avec les Compagnons du Devoir qui assuraient ma formation, avec une entreprise qui allait me former. Contrat de 15 mois, payé au SMIC à l'époque. Donc, fort bien payé pour 15 mois de formation. Donc j'en ai profité pour passer mon CAP en 1981, donc à peu près après 9 mois de formation. Et j'ai commencé mon Tour de France en 1982, voilà, qui a duré jusqu'à 1986. Donc, une fois que j'ai terminé mon Tour de France, je me suis installé en Alsace, je me suis marié. Je me suis installé en Alsace où j'ai travaillé pendant 3 ans et après je suis parti en Suisse comme apparieur pour la cathédrale de Bâle, où je suis resté jusqu'en 2005. Est-ce que tu peux expliquer en quoi consiste le travail d'appareilleur à Bâle? L'appareilleur, c'est le tailleur de pierre qui va donc faire les relevés, dessiner les panneaux, les cailloux, balustrade, la pinacle, et qui va distribuer le travail au tailleur de pierre. Mais faisant partie d'un tout petit atelier, eh bien, j'étais tailleur de pierre par le militaire de pierre, parce que je faisais mon caillou comme les copains. Et alors, un tailleur de pierre, c'est à la fois un métier manuel, mais c'est aussi un métier qui nécessite de connaître l'épure, la géométrie, le dessin. Absolument, absolument. D'ailleurs, c'est le propos des compagnons qui retransmettent ce qu'on appelle la stéréotomie, c'est-à-dire l'art d'appareiller les pierres pour répondre à des problèmes tout simplement des problèmes d'architecture. Parce qu'au départ, l'appareilleur, c'est celui qui va traduire la volonté de l'architecte dans la pierre. D'accord. Voilà, c'est lui qui va solutionner les problèmes techniques, la voûte, le couvrement, l'escalier, l'harmonie d'une façade. Voilà. Ouais. Ça, c'est son travail. Ouais. En étroite collaboration avec l'architecte, qui lui va donner un plan d'ensemble, il va faire un dessin. Et donc l'appareilleur, lui, avec l'architecte, voilà, la pierre, on a nos limites aussi avec le matériau. Il y a des règles d'appareillage qu'il faut respecter. Ouais. Donc c'est son travail de préparer que ça passe. Beaucoup de persévérance, beaucoup de patience. Et puis surtout dans l'apprentissage, parce que la géométrie descriptive est un petit peu, pour moi, difficile à digérer. Dans ma génération, il y avait des compagnons extraordinairement doués. Malheureusement, ce n'était pas mon cas. Il fallait que je passe beaucoup de temps sur les planches à dessin avant de comprendre quelque chose. Mon travail de réception pour être reçu compagnon, c'était un appareillage de plombier, un plombier avec un appareillage hélicoïdal. C'est très technique. Ce sont des plombiers, en fait, tous les voussorts sont des portions d'hélicoïde. C'est un petit peu compliqué. Le plombier, il naît à la moitié du 19e siècle, au moment où on commence à construire les chemins de fer. En fait, quand vous traversez un pont, soit vous êtes vraiment perpendiculaire avec le fleuve ou la route que vous traversez, donc il n'y a pas de problème. Vous faites 2 culées parallèles, nickel, bien d'équerre, donc c'est pas un souci. Par contre, dès que vous êtes décalé, eh bien, là, les problèmes se posent. Il y a un angle qui se forme, et là, les appareilleurs ont dû réfléchir à l'appareillage le plus approprié pour pouvoir couvrir en biais
si vous voulez, ce berceau. Donc il y a 3 types de plombiers, appareillage octogonal parallèle, appareillage octogonal convergent et hélicoïdal. Moi j'ai choisi l'appareillage hélicoïdal. Ce sont des parties d'hélicoïde. Voilà. Un petit peu comme ça, sur un coup de tête, je suis allé voir ce qui se passait à Bâle. J'avais pris quelques rendez-vous et je suis tombé dans une entreprise privée dans un premier temps qui faisait des balustrades pour la cathédrale. J'ai travaillé 1 an pour eux et après j'ai appris qu'ils cherchaient un tailleur de pierre. J'ai eu beaucoup de chance d'être embauché, c'est tout. Bauhütte, elle naît dans le Saint-Empire romain germanique et elle gère tous les chantiers des cathédrales qui sont à cette époque-là en construction. La loge mère est en Strasbourg. Il nous reste des documents historiques qui sont donc les statuts de Strasbourg à Tisbonne. Et cette organisation s'est transmise de siècle en siècle. Je ne sais pas exactement quand tout ça s'est un petit peu dissous dans l'histoire, mais ce que je sais, c'est qu'au moment où les Allemands unifient l'Allemagne, après la guerre de 1870, qu'ils gagnent contre les Français, la volonté impériale a été de relancer ces chantiers. Donc on a recréé de toutes pièces des Bauhütte et on a fait énormément de travaux à cette époque-là. C'est pour ça que Cologne est une cathédrale en grande partie néogothique. C'est pour ça que la tour de Ulm, elle est neuve. C'est pour ça qu'à Ratisbonne, vous avez 2 tours qui sont néogothiques. Voilà. Et donc, par rapport à cette histoire, la seule cathédrale où les tailleurs de pierre ont une continuité dans l'histoire, où leur Bauhütte s'est transmise jusqu'à nos jours, c'est Strasbourg. Il y a toujours eu des travaux. L'œuvre Notre-Dame, c'est vraiment là. C'est l'organisation qui descend directement de cette organisation de Bauhütte. Bauhütte, ça serait plutôt l'endroit où les tailleurs de pierre vont repuiser leurs outils et là où ils tracent leurs épures. Ah oui. Bauhütte, là où on bâtit en fait. Bauen, normalement, c'est bâtir. Et donc, moi, j'ai intégré la Bauhütte de Bâle, elle a été créée en 1985, d'ailleurs sous l'impulsion de Jean-Richard Heuser, qui était l'architecte de l'œuvre Notre-Dame à Strasbourg, en relation avec notre maître d'œuvre de l'époque, M. Peter Burkhardt. Et donc, elle a été créée en 1985. Et c'est une jeune Bauhütte avec une équipe très internationale, puisque M. Burkhardt était suisse, le Hüttenmeister était espagnol, M. Mansa Lopez, sacré bonheur. Moi, j'étais donc la brailleur. On a une Allemande qui est restauratrice, qui venait de Dresde. Enfin, on avait vraiment une équipe internationale. Petite équipe, mais vraiment sympa. Dans les statuts des Bauhütte germaniques, le compagnon, donc Geselle, il a l'obligation de voyager. Il ne doit pas rester sur sa cathédrale, il est obligé d'aller voir ce qui se passe ailleurs, chez les copains. Voilà. Et c'est un extraordinaire laboratoire, puisque chaque fois qu'il y en a un qui... Alors moi j'ai trouvé cette astuce pour les arcs-boutants, on trouve des... Eh bien, on échange un petit peu toutes ces informations et on avance en fait. Ouais. Alors malheureusement en Belgique, les instances fédérales, donc l'IFA-PME, n'assure plus de formation de taille de pierre, ça c'est certain. Donc un jeune Belge qui veut se lancer dans la carrière de tailleur de pierre, malheureusement n'a plus qu'un choix, c'est d'aller frapper chez les compagnons ou se renseigner dans les grands lycées français qui enseignent la taille de pierre. Je pense à Feltin. Compagnons qui, on le précise, n'existent pas en Belgique. Il y a beaucoup de compagnons belges. Il n'y a pas de tradition compagnonnique en Belgique, elle est française. Elle est française et allemande. Oui. Disons qu'il y a une maison des compagnons à Bruxelles, ça c'est certain, de l'association ouvrière. Alors, pour apprendre un métier, il faut trouver une entreprise qui le prenne déjà en apprentissage. Et puis, c'est pareil, le Tour de France, tout dépend à quel âge vous partez. Un jeune qui a entre 15 et 20 ans, aucun souci, mais quelqu'un qui a plus de 30 ans, qui est peut-être marié, qui a des enfants, ça va être compliqué. Oui, ça devenait compliqué de trouver des vrais tailleurs de pierre. D'ailleurs, toutes les entreprises vous le diront. Des tailleurs de pierre suffisamment formés pour être laissés tout seuls sur un chantier et travailler. Et le paradoxe, c'est que les tailleurs de pierre qu'on connaît, ils ont beaucoup de commandes. Donc c'est plutôt un métier où il y a de la demande. Oui, mais alors à ce moment-là aussi, si tu veux, tu as la... comment te dire, c'est très tentant pour les entreprises de s'équiper en numérique, puisque si on maîtrise bien le numérique, la machine remplace aisément un voire 2 tailleurs de pierre. Donc toute cette question, elle est là, une espèce de paradigme un petit peu, cette espèce d'équation un petit peu difficile. Moi, c'est la qualité des hommes qui m'intéresse. Oui. Donc un homme bien formé derrière une machine, il n'y a aucun souci. Oui. Quelqu'un qui n'est pas tailleur de pierre, qui commande une numérique, là je suis beaucoup plus circonspect. Oui. Tailleur de grès, moi. Oui. Moi j'ai passé 20 ans de ma vie en Alsace, donc je suis un tailleur de grès. Oui. Mais en Irlande, j'ai travaillé la pierre bleue irlandaise, qui est assez proche de la pierre bleue belge, et
évidemment en Belgique, ici au Pôle de la Pierre, on taille la pierre bleue. Mais moi je suis formateur pierre tendre. Donc moi je sais tailler les pierres tendres avec des outils traditionnels comme le taillant, la polka, toutes sortes de ciseaux, les chemins de fer. Donc des choses qui sont vraiment spécifiques à la taille de pierre tendre, qui ne sont pas très connues en Belgique. Donc en Belgique, on taille ce qu'on appelle les pierres de France. Donc c'est de la savonnière, c'est de l'Euville, c'est du Chauvigny, donc des pierres qui viennent de France avec lesquelles on a bâti Bruxelles. Notre technique, c'est une pierre beaucoup plus dure. Donc là, on va travailler avec des broches, des chasses, broches, grosses gradines, ciseaux particuliers, la boucharde évidemment pour surfacer parce que c'est une pierre dure. Puis ce sont d'autres techniques de taille. Mais l'avantage du Tour de France, c'est qu'on est confronté sur son Tour de France. Vous allez travailler à Bordeaux, des pierres de Bordeaux. Oui. Vous allez vous retrouver à Strasbourg, à Vinflûte, il va falloir tailler du grès. Donc là, c'est carrément différent. On travaille avec le peigne, on travaille avec la charrue, on travaille avec des outils vraiment spécifiques. C'est une pierre qui est très particulière. On peut se retrouver donc dans le bassin lyonnais. Là, on va travailler des pierres comme le Villebois, comme la pierre d'Hauteville, donc des pierres dures. Dans le bassin chez moi en Bourgogne, alors là, c'est encore plus dur. C'est des pierres genre Comblanchin, Corbeloin, Prémaux, enfin des pierres qui sont vraiment très très dures, ce qu'on appelle les pierres froides, qui sont les plus dures qu'on a un petit peu à tailler. Et puis c'est ce qui fait un peu le charme du Tour de France, c'est-à-dire confronter des expériences, d'autres outils. Dans tout ce bassin de Soigny, il faut imaginer il y a 100 ans en arrière, c'est toutes ces carrières avec des dizaines de tailleurs de pierre au travail pour alimenter tous les chantiers en Belgique, Bruxelles, enfin, toutes ces magnifiques, tous ces bâtiments magnifiques dans toute la Belgique ont été taillés en partie dans ce bassin carrière. Vous commencez avec un bloc qu'il va falloir épaler, qu'il va falloir donc tailler ce qu'on appelle le bloc capable. Après, il va falloir donner la pente, il va falloir venir tailler toutes ces réservations pour pouvoir libérer les crochets. Et après, il faut tailler les crochets. Une machine à deux, voilà. Yannick m'a... il a dessiné. Ah, oui. Yannick a taillé son isoside, il l'a dessiné, il l'a taillé, et là l'isoside va venir, si tu veux, en négatif. Là on va tailler en négatif, et ça va être le socle. D'accord. Ah, là on est en train de... il va falloir descendre tous ces triangles avec cet angle-là. À la maison, balai, aspirateur, bien sûr. Il aime bien le travail avec les mains. Ah, c'est pas mal, hein, tu vois. C'est pas mal qu'on a fait. Alors à l'actuel, vous le savez, on est quand même confronté à l'avènement du numérique, donc tous ces robots, toutes ces machines 5 axes, qui sont fort intéressantes, mais encore une fois, si l'homme ne maîtrise pas son métier, n'a pas la culture de la pierre, n'a pas la culture de son métier, ça c'est des années, les gens l'oublient, mais c'est des années d'apprentissage, c'est des années d'expérience. Les anciens nous disaient, la coterie, il faut 10 ans pour faire un tailleur de pierre, et il faut 10 ans pour faire un tailleur de pierre. Je veux dire, si on ne peut pas apprendre en 6 mois, je suis désolé. Quelle est votre relation, vous, au robot tailleur de pierre aujourd'hui? Est-ce que vous l'utilisez? Disons, c'est comme avec l'avènement des biteuses, des châssis. La machine nous libère du travail physique. N'oubliez pas que dans le temps, il y a des terres de pierre qui façonnaient, n'est-ce pas, des parpaings. C'était vraiment le gros boulot de bûche, quoi. Ça, c'était épuisant. Maintenant, ces machines sont capables de faire ça, mais ils sont capables aussi de faire un pinacle, une statue, et là on peut se poser la question, jusqu'où on va? Jusqu'où allons-nous? Et est-ce qu'on ne va pas être dépossédé un petit peu de nos savoirs? Et là, il faut imaginer que si on n'a plus que des ingénieurs ou des gens qui ont une formation sommaire, une connaissance sommaire de nos métiers, là, c'est la catastrophe.